L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, si le prêtre n'avait pas remarqué quelque chose d'étrange lors des funérailles, une tragédie aurait eu lieu. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une matinée printanière radieuse à Clermont-Ferrand, une ville pittoresque nichée au cœur de l'Auvergne. Élise Beauchesne, une jeune mère de 28 ans, se préparait pour sa première promenade avec son nouveau-né, Théo. Elle ajusta soigneusement le petit bonnet sur la tête de son fils et le plaça délicatement dans la poussette. « Tu es prêt pour ta première aventure, mon petit ange ?» murmura-t-elle tendrement, caressant la joue douce de Théo. Élise poussa la poussette hors de leur appartement, respirant profondément l'air frais du matin. Les rues pavées de la vieille ville étaient calmes, à l'exception du gazouillis des oiseaux et du bruissement des feuilles dans la brise légère. Alors qu'elle marchait, Élise sentit une vague de bonheur l'envahir. « C'est parfait, pensa-t-elle, absolument parfait. » Elle s'arrêta un moment pour admirer les parterres de fleurs multicolores du parc Montjuset. Les parfums enivrants des roses et des lilas emplissaient l'air. « Regarde, Théo, dit-elle doucement, un jour, tu courras dans ce parc. » Soudain, une sensation étrange s'empara d'elle. Un léger vertige, presque imperceptible au début. Élise secoua la tête, essayant de s'en débarrasser. « Ce n'est rien, murmura-t-elle pour elle-même, juste la fatigue. Être mère n'est pas de tout repos, n'est-ce pas, mon petit ?» Mais le malaise persistait. Élise décida de faire une pause. Elle repéra un petit kiosque à journaux au coin de la rue et s'y dirigea. « Bonjour, madame » la salua le vendeur avec un sourire chaleureux. « Que puis-je pour vous ?»« Une barre chocolatée et une bouteille d'eau, s'il vous plaît, » répondit Élise, essayant de garder une voix stable malgré le vertige qui s'intensifiait. Alors qu'elle payait, ses mains tremblaient légèrement. Le vendeur le remarqua. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Oui, oui » assura Élise avec un sourire forcé. « Juste un peu fatiguée. » Elle s'éloigna du kiosque, mangeant la barre chocolatée et buvant de l'eau, espérant que cela aiderait. Mais le malaise ne faisait qu'empirer. Les bâtiments semblaient tanguer autour d'elle. Les bruits de la ville devenaient assourdissants. Élise s'arrêta, s'agrippant à la poussette pour garder l'équilibre. « Au secours » tenta-t-elle de crier, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. Une femme passa à côté d'elle, lui jetant un regard étrange avant de continuer son chemin. La panique commença à s'emparer d'Élise. Son cœur battait la chamade. Sa vision se brouillait. Elle savait qu'elle allait s'évanouir. Dans un dernier effort conscient, elle tourna la poussette vers un banc proche, s'assurant que Théo serait en sécurité si elle tombait. « Je suis désolée, mon bébé » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Puis, le monde bascula. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle tomba lourdement sur le trottoir, sa tête heurtant le sol dans un bruit sourd. Le cri strident de Théo brisa le silence de la matinée. Des passants se précipitèrent, formant un cercle autour d'Élise inconsciente et de la poussette. « Appelez une ambulance » cria quelqu'un. Une vieille dame prit Théo dans ses bras, essayant de le calmer. « Là, mon petit » murmurait-elle, « ta maman va aller bien. » Mais alors que les sirènes de l'ambulance retentissaient au loin, personne ne pouvait prédire le drame qui allait se jouer, ni le miracle qui allait suivre. La vie d'Élise Beauchesne, qui semblait si parfaite quelques instants auparavant, venait de basculer dans l'inconnu. Les sirènes de l'ambulance déchirèrent l'air paisible de Clermont-Ferrand, annonçant l'arrivée des secours. 2 ambulanciers se précipitèrent vers Élise, toujours inconsciente sur le trottoir. Femme, environ 30 ans, perte de conscience soudaine, annonça le premier secouriste, Antoine Lefort, en prenant rapidement les signes vitaux d'Élise. Sa collègue, Céline Dubois, s'occupa de Théo, vérifiant qu'il n'avait pas été blessé dans l'incident. « Le bébé semble aller bien, dit-elle, mais nous devrions l'emmener aussi pour un contrôle. » En quelques minutes, Élise fut chargée dans l'ambulance, Théo solidement attaché dans un siège spécial à côté d'elle. Les sirènes hurlantes reprirent leur course folle à travers les rues de la ville. Dans l'ambulance, Antoine luttait pour stabiliser l'état d'Élise. « Sa tension est très basse » cria-t-il à Céline qui conduisait. « On dirait une anémie sévère. Il faut prévenir l'hôpital qu'on aura besoin de sang rapidement. » Céline saisit la radio. «
Ici ambulance 247, nous arrivons avec une femme d'environ 30 ans, suspicion d'anémie sévère. Préparez une transfusion d'urgence. La voix grésillante du médecin de garde, docteur Laurent Mercier, résonna dans l'habitacle. Reçu, ambulance 247. Quel est son groupe sanguin? Antoine fouilla frénétiquement dans le sac à main d'Élise, trouvant enfin sa carte de donneur de sang. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est pas vrai, murmura-t-il. Quoi? Demanda Céline, jetant un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. Elle est AB négatif, répondit Antoine, la voix tendue. Un des groupes les plus rares. Le silence qui suivit fut pesant, uniquement rompu par les bips réguliers du moniteur cardiaque et les pleurs occasionnels de Théo. Docteur Mercier, reprit Antoine dans la radio, la patiente est AB négatif. Je répète, AB négatif. Un juron étouffé se fit entendre à l'autre bout de la ligne. Compris. On va vérifier nos stocks, mais il va falloir probablement faire venir du sang d'un autre hôpital. Faites de votre mieux pour la stabiliser en attendant. L'ambulance arriva enfin aux urgences de l'hôpital Gabriel-Montpied. Une équipe médicale attendait, prête à prendre en charge Élise. Le docteur Mercier, un homme d'une 50aine d'années au visage grave, prit immédiatement les choses en main. Emmenez-la en salle de trauma, ordonna-t-il. Commencez les perfusions de soluté, on va essayer de remonter sa tension en attendant le sang. Pendant ce temps, une infirmière, Sophie Renard, prit Théo en charge. Je vais m'occuper du bébé, assura-t-elle à Antoine et Céline. Vous avez les coordonnées du père? Antoine secoua la tête. Rien dans son sac. Juste son nom, Élise Beauchesne. Je vais contacter la police pour qu'il retrouve sa famille, dit Sophie en berçant doucement Théo. Dans la salle de trauma, c'était l'effervescence. Les médecins et infirmières s'affairaient autour d'Élise, branchant des perfusions, vérifiant ses constantes, prélevant du sang pour des analyses urgentes. Son hémoglobine est à 4, annonça une interne, le visage pâle. C'est critique. Le docteur Mercier serra les dents. Où en est-on pour le sang? Une infirmière, Marie Leclerc, entra en courant dans la salle. J'ai des nouvelles du centre de transfusion. Ils n'ont pas d'AB négatif en stock. Ils contactent les autres hôpitaux de la région. Merde, jura le docteur Mercier. On n'a pas le temps d'attendre. Son corps est en train de lâcher. Comme pour confirmer ses paroles, le moniteur cardiaque commença à s'affoler. Tachycardie, cria un interne. Elle fait un arrêt, hurla le docteur Mercier. Commencez le massage cardiaque. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'activité frénétique. Les médecins se relayaient pour le massage cardiaque, injectant adrénaline après adrénaline, luttant désespérément pour ramener Élise. Soudain, une lueur d'espoir. J'ai un pouls, cria l'interne qui effectuait le massage. Un soupir de soulagement collectif parcourut la salle. Mais le répit fut de courte durée. Son rythme est toujours instable, dit le docteur Mercier, les yeux rivés sur le moniteur. Sans transfusion rapide, on va la perdre. C'est à ce moment que Marie fit irruption dans la salle, le visage illuminé. On a trouvé du sang. L'hôpital de Lyon en a 2 poches. Il l'envoie par hélicoptère, il sera là dans 30 minutes. Un mélange de soulagement et d'anxiété envahit la pièce. 30 minutes. C'était à la fois si proche et si loin. Tenez bon, Élise, murmura le docteur Mercier, serrant la main inerte de sa patiente. Votre petit garçon vous attend. Battez-vous. Dehors, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de Clermont-Ferrand de teintes orangées. Dans la salle d'attente, Sophie berçait toujours Théo, priant silencieusement pour la mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Le bruit distant d'un hélicoptère se fit entendre, porteur d'espoir. Mais pour Élise Beauchesne, la véritable bataille ne faisait que commencer. Le vrombissement de l'hélicoptère résonnait dans le ciel de Clermont-Ferrand, porteur d'un espoir fragile pour Élise Beauchesne. Dans la salle de trauma de l'hôpital Gabriel-Montpied, le docteur Laurent Mercier et son équipe luttaient pour maintenir Élise en vie. Tenez bon, murmurait le docteur Mercier, les yeux rivés sur le moniteur cardiaque. Le sang arrive. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Une infirmière, Mathilde Vernet, entra en trombe, un conteneur isotherme à la main. Voilà le sang, s'écria-t-elle, essoufflée. Un soupir de soulagement collectif parcourut la salle.
Le docteur Mercier se mit immédiatement à l'œuvre, préparant la transfusion avec des gestes précis et rapides. Commencez la transfusion, ordonna-t-il. Surveillez ces constantes de près. Les minutes qui suivirent furent tendues, chaque membre de l'équipe retenant son souffle alors que le sang vital coulait dans les veines d'Élise. Peu à peu, ses signes vitaux commencèrent à se stabiliser. « Je suis Hugo Leroy, dit-il d'une voix tremblante. On m'a appelé, ma femme, Élise Beauchesne. » Sophie se leva, Théo dans les bras. « Monsieur Leroy, je suis l'infirmière qui s'occupe de votre fils. Votre femme est actuellement prise en charge par nos meilleurs médecins. » Hugo prit Théo dans ses bras, le serrant fort contre lui. Que s'est-il passé? Elle allait bien ce matin. Sophie lui expliqua la situation aussi doucement que possible, observant le visage d'Hugo passer de l'incrédulité à la peur, puis à une détermination farouche. Elle va s'en sortir, dit-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Elle doit s'en sortir. Les heures passèrent, interminables. Hugo faisait les 100 pas dans la salle d'attente, Théo endormi dans ses bras. Enfin, le docteur Mercier apparut, le visage grave. « Monsieur Leroy » appela-t-il. Hugo se précipita vers lui. « Comment va ma femme ?» Le docteur Mercier prit une profonde inspiration. La transfusion a stabilisé son état, mais... À cet instant, une alarme stridente retentit. Le visage du docteur Mercier se décomposa. « Non, non, non » murmura-t-il avant de se précipiter vers la salle de trauma, laissant Hugo glacé d'effroi. Dans la salle, c'était le chaos. Élise convulsait violemment, son corps secoué de spasmes incontrôlables. « Elle fait une réaction à la transfusion », cria une infirmière. « Préparez le diazépam », ordonna le docteur Mercier. « Et appelez le réanimateur. » Les minutes qui suivirent furent un tourbillon frénétique d'activité. L'équipe luttait désespérément pour stabiliser Élise, injectant médicament après médicament. Soudain, le moniteur cardiaque émit un son continu et glaçant. « Asystolie » cria un interne. « Commencez la réanimation » hurla le docteur Mercier. « Préparez le défibrillateur. » Le massage cardiaque commença, rythmé et intense. Les chocs électriques se succédèrent, faisant arc-bouter le corps d'Élise. « Allez, Élise » murmurait le docteur Mercier entre ses dents. « Battez-vous. » Mais malgré tous leurs efforts, le cœur d'Élise refusait de repartir. Les minutes s'égrenaient, interminables et cruelles. Finalement, après presque une heure de lutte acharnée, le docteur Mercier regarda l'horloge murale, le cœur lourd. « Arrêtez la réanimation » dit-il d'une voix brisée. Heure du décès, 21h47. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les infirmières et les internes, épuisés et abattus, restèrent immobiles, comme incapables d'accepter la réalité de ce qui venait de se passer. Le docteur Mercier ferma les yeux un instant, rassemblant son courage pour la tâche la plus difficile qui l'attendait. Il quitta la salle d'un pas lourd, se dirigeant vers la salle d'attente où Hugo attendait, inconscient du drame qui venait de se jouer. Quand Hugo vit le visage du médecin, il comprit immédiatement. Ses jambes se dérobèrent sous lui et il tomba à genoux, Théo toujours dans ses bras. « Non » gémit-il. « Non, non, non » Le docteur Mercier s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Je suis désolé, monsieur Leroy. Nous avons tout essayé, mais... » Hugo ne l'entendait plus. Son monde venait de s'écrouler. Il serrait Théo contre lui, les larmes coulant librement sur son visage. « Comment vais-je élever notre fils sans elle ?» sanglota-t-il. « Comment vais-je vivre sans Élise ?» Le docteur Mercier resta silencieux, sachant qu'aucun mot ne pourrait apaiser cette douleur. Dans les bras de son père, Théo se réveilla et commença à pleurer, comme s'il sentait que quelque chose avait irrémédiablement changé. Leurs pleurs mêlés résonnèrent dans la salle d'attente, témoignage poignant d'une vie brisée et d'un avenir soudain incertain. La tragédie qui avait commencé par une simple promenade dans un parc venait de prendre une tournure dévastatrice, laissant Hugo et Théo face à un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Les jours qui suivirent la mort d'Élise furent un tourbillon flou pour Hugo Leroy. Le chagrin, lourd et omniprésent, semblait avoir englouti le monde entier. Chaque respiration était un effort, chaque pas une épreuve. Le matin suivant la tragédie, Hugo se réveilla dans un lit vide, la réalité le frappant de plein fouet. Les pleurs de Théo le tirèrent de sa torpeur. Mécaniquement, il se leva pour s'occuper de son fils,
ses gestes automatiques contrastant avec le chaos émotionnel qui régnait en lui. « Papa est là, Théo, murmura-t-il d'une voix brisée. Papa sera toujours là pour toi. » La sonnette de la porte d'entrée retentit, le faisant sursauter. C'était Amélie Dufresne, la meilleure amie d'Élise, les yeux rougis et gonflés. « Oh, Hugo, dit-elle en le prenant dans ses bras. Je suis tellement désolée. » Hugo se laissa aller à l'étreinte, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je ne sais pas comment je vais y arriver, Amélie, avoua-t-il. Comment je vais élever Théo sans elle? » Amélie le serra plus fort. « Tu n'es pas seul, Hugo. Nous sommes tous là pour vous deux. » Les jours suivants furent un défilé de visites, familles, amis, collègues. Tous venaient offrir leurs condoléances, apporter de la nourriture, proposer leur aide. Hugo accueillait tout cela dans un état second, incapable de vraiment assimiler ce qui se passait autour de lui. Le père Gabriel, de l'église Saint-Eutrope où Élise et Hugo s'étaient mariés, vint les voir pour discuter des arrangements funéraires. « Hugo, mon fils, dit-il doucement, je sais que c'est difficile, mais nous devons parler des funérailles d'Élise. » Hugo hocha la tête, le regard vide. « Je ne sais pas par où commencer, mon père. » Le père Gabriel posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider à travers tout cela. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter des détails, la date, le lieu, le déroulement de la cérémonie. Chaque décision était comme un coup de poignard pour Hugo, rendant la perte d'Élise encore plus réelle et douloureuse. « Elle aimait l'Élise, murmura Hugo à un moment donné. Elle disait toujours qu'il lui rappelait notre mariage. » Le père Gabriel nota cela. « Nous ferons en sorte qu'il y ait beaucoup de Lys, alors. » Quand vint le moment de discuter de l'autopsie, Hugo se raidit visiblement. Le docteur Mercier avait mentionné cette possibilité, expliquant que cela pourrait aider à comprendre exactement ce qui s'était passé. « Non, dit fermement Hugo. Je ne veux pas qu'on la découpe. Elle a déjà assez souffert. » Le père Gabriel acquiesça avec compréhension. « C'est votre décision, Hugo. Nous la respecterons. » Les jours passèrent, chacun apportant son lot de décisions à prendre et de papiers à remplir. Hugo se sentait submergé, oscillant entre des moments de profonde tristesse et une colère sourde contre l'injustice de la situation. Une nuit, alors que Théo dormait enfin après des heures de pleurs inconsolables, Hugo s'effondra dans le salon. Il prit une photo d'Élise et lui, prise lors de leurs dernières vacances. « Pourquoi » cria-t-il, les larmes coulant librement. « Pourquoi nous as-tu quittés? Comment suis-je censé continuer sans toi ?» Le silence de la maison fut sa seule réponse. Le jour des funérailles approchait inexorablement. La veille, Amélie et d'autres amis vinrent aider à préparer la maison pour la réception qui suivrait la cérémonie. « Hugo, dit doucement Amélie alors qu'il rangeait des photos d'Élise, as-tu pensé à ce que tu vas dire pendant l'éloge funèbre ?» Hugo se figea. Il n'y avait pas pensé. Comment pouvait-il résumer en quelques mots la vie extraordinaire d'Élise? Comment pouvait-il exprimer tout l'amour qu'il ressentait pour elle? Je ne sais pas si j'en serais capable, admit-il, la voix tremblante. Amélie le serra dans ses bras. Tu n'es pas obligé de le faire si c'est trop dur. Nous pouvons demander au père Gabriel de dire quelques mots à ta place. Hugo secoua la tête. Non, je dois le faire. Pour Élise. Pour Théo. Je dois trouver la force. Cette nuit-là, alors que toute la maison dormait, Hugo s'assit à son bureau, une feuille blanche devant lui. Les mots ne venaient pas facilement, mais peu à peu, entre les larmes et les souvenirs, il commença à écrire l'histoire de leur amour, de leur vie ensemble, de leurs espoirs et de leurs rêves. À l'aube, épuisé mais d'une certaine manière apaisé, Hugo regarda le résultat de ses efforts. Ce n'était pas parfait, rien ne pourrait jamais l'être pour décrire Élise, mais c'était sincère et venu du cœur. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux, Hugo murmura « J'espère que tu seras fier de moi, mon amour. J'espère que tu veilleras sur nous de là-haut. » Le jour des funérailles était arrivé, apportant avec lui une nouvelle vague de chagrin, mais aussi la détermination d'honorer la mémoire d'Élise comme elle le méritait. Le jour des funérailles d'Élise Beauchesne s'était levé sur Clermont-Ferrand, le ciel gris et lourd semblant refléter la tristesse qui pesait sur la ville. L'église Saint-Eutrope, majestueuse dans sa simplicité, se dressait silencieusement, attendant l'arrivée du cortège funèbre. Hugo le roi, vêtu d'un costume noir, tenait son fils Théo dans ses bras. Le petit garçon,
trop jeune pour comprendre la gravité de la situation, jouait distraitement avec le bouton de la veste de son père. Amélie Dufresne, fidèle à sa promesse, se tenait à leur côté, prête à prendre Théo si nécessaire. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle doucement à Hugo. Il hocha la tête, incapable de parler. La boule dans sa gorge menaçait de l'étouffer à chaque instant. Les portes de l'église s'ouvrirent, laissant entrer le flot de personnes venues rendre un dernier hommage à Élise. La nef se remplit rapidement, un murmure de conversations étouffées et de sanglots discrets emplissant l'air. Le père Gabriel, dans ses habits sacerdotaux, s'avança vers Hugo. « Il est temps, dit-il doucement. » Hugo embrassa Théo sur le front avant de le confier à Amélie. Puis, d'un pas lourd, il suivit le prêtre vers l'entrée de l'église pour accueillir le cercueil. Les porteurs, amis proches d'Hugo et d'Élise, soulevèrent le cercueil avec précaution. Les lys blancs qui le recouvraient semblaient briller dans la lumière tamisée de l'église. Hugo posa sa main sur le bois poli, sentant les larmes monter. « Je t'aime, mon amour » murmura-t-il alors que le cortège commençait à avancer lentement dans l'allée centrale. L'orgue entonna un air solennel, emplissant l'église de ses notes graves et mélancoliques. Les têtes se tournèrent sur leur passage, des regards emplis de compassion suivant Hugo alors qu'il accompagnait sa femme vers son dernier repos. Une fois le cercueil placé devant l'autel, Hugo prit place au premier rang, Théo sur ses genoux. Le père Gabriel commença la cérémonie, sa voix grave résonnant dans l'église silencieuse. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire adieu à Élise Beauchesne, une femme aimée de tous, une épouse dévouée, une mère aimante. » Hugo écoutait à peine, perdu dans ses souvenirs. Le rire d'Élise, son sourire, la douceur de sa peau. Tout cela lui semblait si proche et pourtant si lointain. Vint le moment de l'éloge funèbre. Hugo se leva, les jambes tremblantes, et s'avança vers le pupitre. Il déplia le papier sur lequel il avait écrit son discours, mais les mots semblaient danser devant ses yeux. « Élise, commença-t-il, la voix tremblante, était la lumière de ma vie. » Il continua, parlant de leur rencontre, de leur amour, de leurs projets. Sa voix se brisa plusieurs fois, mais il persévéra, déterminé à rendre cet ultime hommage à sa femme. « Elle nous a été arrachée trop tôt, conclut-il, les larmes coulant librement sur ses joues. Mais son amour vivra à jamais dans nos cœurs. » Un silence ému emplit l'église alors qu'Hugo regagnait sa place. Le père Gabriel reprit la cérémonie, guidant l'assemblée à travers les prières et les chants. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, le prêtre s'apprêtait à donner la bénédiction finale. Soudain, un cri déchirant retentit à l'arrière de l'église. « Attendez! Je veux voir ma sœur une dernière fois. » Tous les regards se tournèrent vers la source de cette interruption. Une jeune femme, les cheveux en désordre et le visage ravagé par les larmes, se tenait dans l'allée centrale. « Léa » murmura Hugo, reconnaissant la sœur cadette d'Élise. Léa Beauchesne, qui vivait à l'étranger, n'avait appris la nouvelle que tardivement et avait fait le voyage en urgence. Elle n'était arrivée que quelques minutes plus tôt, manquant le début de la cérémonie. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, s'avançant vers le cercueil. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je vous en prie, laissez-moi la voir une dernière fois. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le père Gabriel hésita, regardant Hugo pour obtenir son approbation. Après un moment de réflexion, Hugo hocha lentement la tête. « Très bien, dit doucement le prêtre. Nous allons ouvrir le cercueil brièvement. » Les porteurs s'avancèrent pour soulever le couvercle. Léa s'approcha, tremblante, Hugo à ses côtés pour la soutenir. Le visage d'Élise apparut, pâle et serein, comme endormi. Léa laissa échapper un sanglot étouffé, caressant doucement la joue de sa sœur. « Oh, Élise, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. » Hugo, le cœur serré, regardait le visage de sa femme. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Était-ce un effet de la lumière, ou les paupières d'Élise venaient-elles de frémir légèrement? Avant qu'il ne puisse réagir, un faible gémissement s'échappa des lèvres d'Élise. Les yeux d'Hugo s'écarquillèrent d'horreur et d'incrédulité. « Mon Dieu » souffla-t-il. « Élise ?» Un silence de plomb tomba sur l'assemblée, brisé seulement par le cri de surprise du père Gabriel qui, sous le choc, s'effondra sur les marches de l'autel. En l'espace d'un instant, les funérailles solennelles se transformèrent en une scène de chaos et d'incrédulité. Le miracle tant espéré semblait se produire sous leurs yeux, mais personne n'osait vraiment y croire. Le chaos régnait dans l'église Saint-Eutrope.
Les cris de surprise et d'effroi se mêlaient aux prières ferventes et aux sanglots d'émotion. Hugo, figé sur place, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Élise, sa femme qu'il croyait perdue à jamais, montrait des signes de vie. « Appelez une ambulance !» cria quelqu'un dans l'assemblée, brisant la paralysie collective. Hugo se précipita vers le cercueil, le cœur battant à tout rompre. « Élise, mon amour, murmura-t-il, prenant sa main dans la sienne. « Je suis là. Tiens bon. » Les yeux d'Élise s'ouvrirent lentement, son regard confus balayant l'assemblée en état de choc. Hugo, sa voix était à peine audible, rauque d'avoir été inutilisée. Que se passe-t-il? Avant qu'Hugo ne puisse répondre, le docteur Mercier, qui assistait aux funérailles, se fraya un chemin jusqu'au cercueil. « Laissez-moi passer » ordonna-t-il, son instinct médical prenant le dessus sur sa stupéfaction. Il examina rapidement Élise, vérifiant ses signes vitaux avec des gestes précis malgré ses mains tremblantes. « C'est incroyable » murmura-t-il. « Elle est vivante. Faible, mais vivante. » Les sirènes de l'ambulance se firent entendre au loin, se rapprochant rapidement. Le père Gabriel, qui avait repris ses esprits, tentait de maintenir le calme dans l'église. « Mes frères, mes sœurs, dit-il d'une voix tremblante, nous sommes témoins d'un miracle. Prions pour Élise. » Les ambulanciers arrivèrent, poussant un brancard. Avec l'aide du docteur Mercier et d'Hugo, ils transférèrent délicatement Élise du cercueil au brancard. L'assemblée s'écarta pour les laisser passer, beaucoup se signant ou murmurant des prières. « Je viens avec vous, dit Hugo, tenant toujours la main d'Élise. » Dans l'ambulance, le docteur Mercier expliquait la situation aux ambulanciers, son visage trahissant son incrédulité. « C'est un cas de catalepsie profonde, dit-il. Extrêmement rare. Ses signes vitaux étaient si faibles qu'elle a été déclarée morte. » Hugo écoutait à peine, concentré sur le visage pâle mais vivant d'Élise. « Tu es revenu, murmurait-il encore et encore, comme une prière. » À l'hôpital, Élise fut immédiatement prise en charge par une équipe médicale. Des tests furent effectués, des perfusions mises en place. Hugo attendait anxieusement dans le couloir, Théo dans ses bras, entouré de sa famille et de ses amis encore sous le choc. Après ce qui sembla être une éternité, le docteur Mercier sortit de la chambre d'Élise. « Elle est stable, annonça-t-il. C'est véritablement miraculeux. La catalepsie a préservé ses organes, minimisant les dommages. Avec du temps et de la rééducation, elle devrait se remettre complètement. » Un soupir de soulagement collectif parcourut le groupe. Hugo, les larmes aux yeux, demanda « Je peux la voir ?» Le médecin hocha la tête. « Bien sûr, mais elle est très faible. Ne la fatiguez pas trop. » Hugo entra dans la chambre, Théo toujours dans ses bras. Élise tourna la tête vers eux, un faible sourire aux lèvres. « Mes amours, murmura-t-elle. »« Maman » s'écria Théo, tendant les bras vers elle. Hugo déposa doucement leur fils sur le lit, à côté d'Élise. Elle caressa les cheveux de Théo, puis prit la main d'Hugo. « J'ai cru que je vous avais perdu, dit-elle d'une voix faible. « C'est nous qui avons cru te perdre, répondit Hugo, embrassant tendrement son front. « Mais tu es revenu. Tu es revenu vers nous. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'examens médicaux, de visites et d'interviews. L'histoire du « miracle de Clermont-Ferrand » fit le tour du pays, attirant l'attention des médias et des chercheurs. Le père Gabriel vint rendre visite à Élise à l'hôpital. « Votre retour est un véritable miracle, dit-il, ému. Dieu vous a accordé une seconde chance. » Élise sourit faiblement. « Je ne me souviens pas de grand-chose, admit-elle. C'était comme un long sommeil. Mais je savais que je devais revenir pour ma famille. » La récupération d'Élise fut longue mais constante. Hugo était à ses côtés à chaque étape, jonglant entre son travail, les soins à Théo et le soutien à sa femme. La communauté se mobilisa pour les aider, apportant des repas, s'occupant de Théo quand Hugo ne pouvait pas, offrant un soutien moral indéfectible. Plusieurs mois après son réveil, Élise put enfin rentrer chez elle. Debout sur le seuil de leur maison, elle prit une profonde inspiration. « Ça fait du bien d'être de retour, dit-elle, serrant la main d'Hugo. « Bienvenue à la maison, mon amour, répondit-il, l'embrassant tendrement. Alors qu'ils entraient, Élise s'arrêta, regardant les photos de famille accrochées au mur. Son regard s'attarda sur une photo récente, prise juste avant son décès. « Hugo, dit-elle doucement, je sais que ça a dû être terrible pour toi.
Je suis tellement désolé pour toute cette douleur. Hugo la prit dans ses bras. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. Nous avons une seconde chance, et je compte bien en profiter pleinement. Cette nuit-là, alors que Théo dormait paisiblement dans sa chambre, Hugo et Élise restèrent éveillés, parlant de tout et de rien, savourant simplement la présence de l'autre. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts que jamais. À l'extérieur, la lune brillait sur Clermont-Ferrand, témoin silencieux d'un miracle qui avait changé à jamais la vie d'une famille et d'une communauté entière. L'histoire d'Élise Beauchesne resterait gravée dans les mémoires comme un rappel que l'amour, l'espoir et la foi peuvent parfois accomplir l'impossible.